Bonjour et bienvenue à ce webinaire de l'Institut de l'énergie Trottier. Je m'appelle Laurane Douchamp et je suis coordonnatrice à l'IoT. Nous sommes très heureux de vous présenter aujourd'hui le rapport final du projet Biomasse et carboneutralité qui est mené à l'IoT depuis presque 3 ans maintenant et de vous présenter également l'outil d'aide à la décision qui l'accompagne qui s'appelle Biomass System Perspective. Avant de céder la parole à Roberta Darer, j'aimerais vous la présenter brièvement. Roberta Darer est associée de recherche à l'IoT. C'est notre spécialiste de la biomasse. Elle est titulaire d'un doctorat en génie du bois et des matériaux biosourcés de l'Université Laval. Roberta dirige le projet Biomasse et carboneutralité et elle est l'autrice principale du rapport. Quelques mots également sur notre institut pour ceux qui ne le connaissent pas. L'IoT a été créé en 2013 grâce à un don de la Fondation familiale Trottier. Ce don a été renouvelé en 2023 pour cette année supplémentaire et ce don a été effectué à Polytechnique Montréal. Et depuis ce moment de la création, il s'est donné pour mission d'accélérer les transformations énergétiques au Canada en fournissant des réflexions scientifiques et de l'accompagnement stratégique aux parties prenantes. L'IoT se préoccupe également de formation et de recherche universitaire, notamment à travers un programme de bourse, ainsi que de la diffusion des connaissances, tant entre les disciplines, donc au niveau de la recherche, que entre les différents secteurs de la société, le monde de la recherche, le monde de l'industrie, le monde de la politique. On essaie de se faire se parler tout ce monde-là. Alors, quelques-uns de nos projets, à part le projet biomasse, bien sûr, il y a notamment les perspectives énergétiques canadiennes, qui est un de nos projets phares. Ces perspectives en sont maintenant déjà à leur troisième édition. Dans la troisième édition, il y a déjà plusieurs rapports qui ont déjà été publiés et d'autres qui s'en viennent. C'est un projet de modélisation et d'analyse des trajectoires vers la carboneutralité. On a aussi un autre projet sur la demande de pointes d'électricité et la résilience du réseau électrique au Canada, dans un monde qui s'électrifie de plus en plus. Un dernier exemple, c'est la codirection avec l'Institute for Integrated Energy Systems de l'Université de Victoria et aussi l'Université de Calgary, du Carrefour de modélisation énergétique. C'est un centre canadien de référence pour la modélisation énergétique. Alors, petite note avant de commencer, pendant la présentation, vous pouvez soumettre vos questions via la fonction Q&A de la plateforme et nous ferons notre mieux pour y répondre ensuite. Sans plus attendre, je passe la parole à Roberta Darer. Monsieur Laurent, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais présenter le rapport final du projet et l'outil qui a été développé dans le cadre du projet de la biomasse et carboneutralité. Alors, ce projet a été mené par l'Institut de l'énergie Trottier avec le soutien de l'accélérateur de transition. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas aussi l'accélérateur de transition, c'est un organisme caritatif pan-canadien qui travaille et collabore aussi avec d'autres organisations afin de créer une vision d'un avenir carboneutre, prospère et durable au Canada. Alors, ce projet spécifiquement a été financé par le gouvernement du Canada et à travers le Fonds d'action et de sensibilisation pour le climat et du Fonds pour le dommage à l'environnement qui est administré par Environnement et Changement climatique Canada. Alors, bien sûr, il y a plusieurs personnes qui ont participé au travail que je présente ici aujourd'hui, soit dans la rédaction du rapport ou dans le développement de l'outil. Alors, j'aimerais remercier tous les membres de l'équipe qui ont participé à ce projet et Kashika Studio aussi d'avoir participé à ce projet. Et j'aimerais remercier toutes les personnes qui ont contribué à différentes phases du projet, soit à participer dans les discussions qu'on a organisées, soit à collaborer ou à réviser les versions préliminaires du rapport. Alors, ce projet avait plusieurs phases. On a débuté tout d'abord par publier la version préliminaire du livre blanc, qui était par rapport à l'état des lieux de la biomasse au Canada. Alors, les types de ressources qu'on a au Canada, les types de utilisations présentement qui ont lieu. Et puis, la version préliminaire du livre blanc a été utilisée comme un point de départ pour les discussions qui ont eu lieu dans des ateliers régionaux aussi à travers le Canada. Et tous les éléments qui ont été discutés et mentionnés durant les discussions ont été présentés dans un rapport de discussion des ateliers qui était aussi publié et qui est présentement disponible sur le site de l'Institut d'énergie Trottier. Et ce qui a mené à publier le rapport final qui propose un cadre d'évaluation d'usage de la biomasse qu'on publie aujourd'hui.
et une première version aussi d'un outil d'aide à la décision qui est aussi disponible à partir d'aujourd'hui en ligne. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, dans la première partie de la présentation, je vais débuter avec une vue d'ensemble de la biomasse dans le cadre de la transition du Canada vers la carboneutralité. Alors, en discutant de l'impact de l'utilisation de la biomasse en termes d'atténuation du changement climatique, comment les émissions biogéniques sont suivies au Canada et quels sont les types de méthodes d'évaluation existantes. Et dans la deuxième partie de la présentation, je vais présenter l'approche proposée dans le rapport final pour l'évaluation des usages de la biomasse et la structure de l'outil d'aide à la décision et finir par des recommandations qui sont incluses dans le rapport. Alors, tout d'abord, la première partie du rapport, on a concentré à faire une vue d'ensemble des études et des méthodes qui sont utilisées pour analyser, suivre ou évaluer les utilisations de la biomasse. Quoi car pour élaborer un cadre d'évaluation de la biomasse, nous devons prendre en compte ces facteurs qui rendent la bioénergie unique et l'utilisation de la biomasse parmi les autres types d'énergie renouvelable et qui sont essentiels pour comprendre l'impact des choix que nous faisons lorsque nous développons de nouveaux projets visant à utiliser ces ressources à des fins soit bioénergétiques ou non énergétiques. Alors, bien que l'utilisation de la biomasse pour la bioénergie soit souvent considérée comme carboneutre, il est important de mentionner que les ressources en biomasse et leur utilisation finale sont diverses. Alors, ils ne sont pas toutes équivalentes en termes d'impact sur l'environnement et sur les émissions spécifiquement. Alors, l'utilisation de la biomasse peut contribuer à l'atténuation du changement climatique dans différentes circonstances qui dépendent de nombreux facteurs, notamment le type de la biomasse qui est utilisée, le lieu de la récolte et le devenir dans le scénario alternatif. Aussi, les types de bioproduits qu'on vise à produire et les efficacités de conversion des procédés correspondantes pour produire ces produits et les émissions de cycle de vie aussi qui sont dues à ces productions-là. Et puis aussi les types de combustibles fossiles et les produits que nous avons l'intention de remplacer dans les applications finales et les émissions de cycle de vie de ces produits. Alors, ici, quand je dis présenter un bénéfice en matière d'atténuation du changement climatique, je veux dire que les émissions cumulées de GES qui proviennent de l'utilisation de la biomasse sont inférieures à celles des alternatives produits qui sont sur une certaine échelle de temps, en raison de la séquestration ultérieure du carbone dans les forêts dans le cas de la biomasse. Alors, les avantages en matière d'atténuation du changement climatique ont lieu sur une certaine échelle de temps et cette échelle devrait être définir et considérer quand on parle de bénéfices. Alors, les pays déclarent les émissions et les absorptions de carbone dans les rapports d'inventaire national. Alors, comment les émissions biogéniques sont-elles prises en compte dans l'inventaire et quel est l'état actuel des émissions? Alors, tout d'abord, les inventaires nationaux, les absorptions et les émissions qui viennent de la biomasse, dues à la biomasse, sont déclarées différemment pour la biomasse forestière et la biomasse agricole. Alors, pour les émissions biogéniques de CO2 qui sont dues à la combustion de la biomasse forestière, ils sont incluses dans le rapport d'inventaire national dans la catégorie de ATC-ATF, alors affectation de terre, changement d'affectation de terre et foresterie. Et dans l'inventaire, l'hypothèse de neutralité carbone s'applique à la biomasse annuelle, alors comme les cultures de maïs, par exemple. Alors, pour le CO2 biogénique qui provient de la combustion, pour la biomasse annuelle, ce n'est pas déclaré. Pour la biomasse forestière, la situation est plus complexe car à cause de l'échelle de temps qui est plus long alors pour les émissions et la séquestration. Alors, c'est inclus dans la déclaration du secteur de ATCATF, tandis que pour la biomasse annuelle, le carbone est séquestré dans la prochaine saison. Alors, au cours d'une année, les émissions sont presque nulles. Alors, en exigeant la couverture de tous ces secteurs, qui incluent les émissions de CO2 et autres GES, qui proviennent de l'utilisation et la production des bioproduits, soit à des fins énergétiques, ça inclut les émissions au niveau national. Alors, le rapport, le tableau que je présente ici, c'est pour le secteur ATC-ATF dans le rapport d'inventaire national de 2025. Alors, le tableau présente les émissions pour les terres forestières, les terres cultivées et d'autres types de terres. Et cela montre que les émissions dans ce secteur sont positives. Alors, c'est une source de carbone. Plus spécifiquement pour les forêts aménagées ici. Pour les forêts aménagées, la somme des absorptions des émissions et des transferts de carbone qui sont déclarés dans les catégories des terres forestières et des produits ligneux récoltés
Cela, ça représente le flux annuel net de carbone dans les forêts aménagées. Alors, si la quantité de carbone qui sont absorbées dans les forêts reste supérieure aux émissions de carbone, alors incluant les émissions qui proviennent de la combustion et la décomposition des produits de bois dans une année donnée, alors les forêts vont constituer un puits de carbone. Cependant, dans toute la série chronologique qui est présentée dans le rapport d'inventaire national, les forêts ont été classées comme étant des sources de carbone. Alors, plus spécifiquement pour la catégorie des produits ligneux récoltés, alors les émissions dans cette catégorie-là, elles sont dues approximativement environ 33% aux produits du bois à longue durée de vie. Et ça, c'est pour en 2023. Et alors, comme le produit de longue durée de vie, c'est comme le bois scié qui est utilisé dans la construction, qui atteint la fin de sa durée de vie utile. Et 25%, c'est dû aux produits à courte durée de vie, alors comme les pâtes et papier, et 29% de la bioénergie. Alors, comme on peut voir sur le graphe, pour le flux net des PLR, les émissions, on peut voir les valeurs négatives. C'est que la catégorie de PLR représente la différence entre les apports annuels de carbone au pôle PLR et alors en tant que gain de carbone et les émissions annuelles provenant de l'élimination des produits ligneux récoltés ou de combustion. Euh, Il y a eu des changements majeurs au cours des dernières années par rapport à la déclaration dans le secteur de l'ATF. Alors, je pense que ça mérite d'être mentionné, car ces révisions ont modifié les émissions des années précédentes, mais aussi la manière dont les émissions sont déclarées dans les différentes catégories. Alors, je vais les mentionner brièvement, les révisions qui ont été faites dans l'inventaire du Canada. Alors, dans le rapport d'inventaire national du 2024, de nouveaux calculs ont été effectués, spécifiquement, principalement en raison d'une révision des zones de récolte historiques, ceux qui ont changé la zone anthropogénique. Alors, ces recalculs qui ont été faits, ils ont eu un impact significatif sur les émissions qui étaient estimées. Et ils ont fait passer le secteur du ATC-ATF d'un puits de carbone net à une source de carbone net sur l'ensemble de la série chronologique de l'inventaire. Alors, ce graphe que je présente, c'est du rapport d'inventaire national et qui montre la différence entre l'impact sur les émissions par rapport à l'approche qui était avant 2024 et l'approche qui est en 2024. Pour le rapport d'inventaire national en 2025, il y a aussi eu des révisions majeures. Cependant, les révisions, ils étaient par rapport à la manière dont les émissions sont déclarées dans les catégories du secteur. Alors, cela n'a pas changé les émissions nettes du secteur de la TCATR. Plus spécifiquement, par exemple, pour la déclaration dans la catégorie des terres forestières, depuis le rapport d'inventaire 2025, maintenant cette catégorie, ça inclut les flux de carbone dans les produits de bois hors de l'écosystème forestier en tant que part de carbone, qui sont ensuite transférés dans la catégorie PLR en tant que gain de carbone. Mais avant 2025, l'approche qui a été utilisée, ça comprenait les absorptions de CO2 de l'atmosphère et les émissions provenant de la décomposition de la biomasse dans l'écosystème forestier. Tandis que pour la catégorie des produits ligneux récoltés, dans l'approche qui est utilisée dans le rapport d'inventaire national de 2025, maintenant, cette catégorie, ça représente désormais la différence entre les apports annuels du carbone au pool de produits ligneux récoltés en tant que gain de carbone et les émissions annuelles provenant de l'élimination des produits ligneux récoltés ou de la combustion. Avant, la catégorie des produits ligneux récoltés, ça représentait déclarer les émissions brutes annuelles provenant de l'élimination ou de la combustion de produits de bois. Alors, ces changements-là, ils ont fait passer la catégorie des terres forestières d'un puits net à une source nette, tandis qu'ils ont simultanément fait passer la catégorie des produits ligneux récoltés d'une source d'émission à un gain net de stockage de carbone. Alors, finalement, les changements, ça change la façon dont les émissions sont déclarées, mais les émissions nettes sont identiques pour la série chronologique dans le rapport d'inventaire. Alors, l'objectif de ces révisions, selon le rapport d'inventaire national, c'était d'améliorer la comparabilité des rapports du Canada avec ceux des autres pays, de mieux saisir l'impact immédiat de la récolte sur le stock de carbone forestier, mais aussi le rôle important de PLR en tant que réserve mondiale de carbone. Alors, ici, j'ai ajouté une citation du rapport d'inventaire national qui dit spécifiquement que les émissions et les absorptions, alors qui sont déclarées dans l'ensemble du secteur forestier,
en incluant la forêt aménagée et les produits ligneux récoltés, mais en excluant la composante des perturbations naturelles. Ça montre que la gestion humaine dans ce secteur constitue une source nette de carbone vers l'atmosphère et le stock mondial de déchets. Maintenant, les terres cultivées constituent aussi une autre catégorie importante dans le secteur de la TCATF. Et ce secteur a été un puits de carbone net dans presque toute la série chronologique. Cependant, exceptionnellement, en 2022, par exemple, ils ont été une source nette d'émissions de 25 mégatonnes. Cela s'est associé à la sécheresse qui était survenue dans l'ouest du Canada. Dans cette catégorie-là, les résidus de culture, ils contribuent en majorité aux absorptions du CO2 dans cette catégorie, ce qui est dû à la rétention du carbone organique dans les sols. Alors, pour la catégorie de terres cultivées, les variations météorologiques et les épisodes de sécheresse ont un impact significatif sur les rendements de culture et alors aux apports de carbone au sol et par conséquent sur les émissions provenant des terres cultivées. Non, euh, pour le secteur ATA-CATF, comment c'est inclus dans la comptabilisation du progrès du Canada vers les objectifs nationaux? La méthodologie qui est utilisée est plus unique pour ce secteur-là. Euh, pour faire le suivi des progrès réalisés dans le pays pour atteindre les objectifs nationaux, juste pour le ATC-ATF, ce qu'on utilise, c'est une valeur de contribution comptable qui est calculée puis ajoutée aux émissions nettes totales du GES du Canada. Il est important de noter que la contribution, quand on dit contribution comptable de la TCATF, c'est pas équivalent aux émissions totales du secteur net du secteur ATCATF que j'ai présenté juste précédemment, qui sont déclarées dans le rapport d'inventaire national. Alors, pour estimer la contribution comptable de la TCATF, la méthodologie qui est utilisée, elle est aussi différente entre les forêts aménagées et les autres catégories de ce secteur là. Alors, disons pour la forêt aménagée, la méthodologie qui est utilisée, c'est une méthodologie qu'on appelle niveau de référence. Alors, dans la méthodologie de niveau de référence, les réductions d'émissions provenant des forêts aménagées sont calculées comme étant la différence entre les émissions de forêt dans l'année de déclaration et les émissions qui sont estimées pour la même année qui auront eu lieu si les pratiques d'aménagement antérieures ont été maintenues comme dans le scénario de statu quo. Tandis que pour une approche NatNat qui est utilisée pour les autres catégories dans la TCATF, cette méthodologie-là permet de comparer les émissions de l'année de déclaration à une année de référence, 2005. Alors, disons, par exemple, pour 2022, la contribution comptable de l'ATCATF, c'est de 12 mégatonnes CO2 équivalent, tandis que les émissions nettes du secteur qui sont dans l'inventaire national, c'est de 51 mégatonnes. Alors, vu que ça consiste pas de la même valeur. Alors, par exemple, en 2022, les émissions totales du GES au Canada, en excluant les ATC-ATF, ça s'élevait à 708 mégatonnes. Euh, et en ajoutant la contribution comptable de l'ATC-ATF, qui était de 12 mégatonnes pour 2022, les émissions de GES du Canada s'élevaient à 720 mégatonnes. Alors, selon les projections qui sont publiées, la contribution comptable de l'ATC-ATF devrait rester un crédit d'environ moins 30 mégatonnes aux émissions du GS de Canada jusqu'à 2040, selon les projections. Et en ce qui concerne les émissions nettes du secteur ATC-ATF, les projections les plus récentes qui étaient publiées en février 2025 montrent une diminution des émissions pour atteindre des émissions négatives. Alors, en ce qui concerne les perturbations naturelles, même si elles ne sont pas incluses dans les déclarations, il est important d'en parler à cause de l'impact significatif que les feux de forêt ont, et comme on peut voir avec les saisons des feux extrêmes au Canada depuis les dernières années et jusqu'à ce jour-ci. Alors, les changements climatiques affectent déjà les stocks de carbone biogénique au Canada. Elles ont des perturbations naturelles. La saison des feux en 2023 spécifiquement a été extrême par rapport à toutes les autres saisons de feux de l'histoire récente du pays. Juste de mai à juillet, les incendies ont brûlé environ 15 millions d'hectares en 2023, contre une moyenne annuelle de 2,5 millions d'hectares à l'échelle nationale. Alors, les chercheurs ont déjà démontré que les changements climatiques augmentent de manière significative la probabilité d'une longue saison de feux, mais aussi l'intensité des feux.
et des études qui ont été menées par rapport à la saison des feux de forêt de 2023 dans l'Est du Canada. Ils ont aussi démontré comment les changements climatiques ont contribué à rendre la saison de feu plus susceptible de se produire. Et par rapport à l'impact de ces feux de forêt sur les émissions, si on regarde dans le tableau qui est présenté sur cette diapositive-là, c'est les émissions qui sont suivies, mais ils ne sont pas déclarées, mais elles sont suivies et présentées dans le rapport d'inventaire national. Alors, ces tableaux-là, ces valeurs, c'est celles qui sont présentées dans le rapport le plus récent, alors celui de 2025. Et on peut voir que pour les émissions en 2023 qui sont dues aux perturbations naturelles dans les forêts aménagées. Les perturbations, juste à noter que perturbations naturelles, ça comprend toutes les perturbations naturelles et non pas juste les feux de forêt. Mais on voit que en 2023, en raison de la saison de feu extrême, cela a mené à un total des émissions de 1100 mégatonnes, soit environ 150% de plus que les émissions totales de GES au Canada. Et maintenant, en 2025, selon les données estimées, ici je montre les exemples des données qui sont publiées par Copernicus, c'est les Global Fire Assimilation System. Les émissions totales qui sont estimées dues aux feux de forêt pour le Canada présentement sont les deuxièmes juste après 2023. Alors ça, c'est les données jusqu'à 2 juin 2025. Alors la saison n'est pas finie encore et ça montre une tendance que la saison de feu est aussi extrême cette année. Euh, alors, quelles sont les méthodes qui sont utilisées pour évaluer les utilisations de la biomasse dans un contexte de transition vers la carboneutralité? Dans ce projet-là, on a exploré les différentes méthodes, les outils et les cas d'évaluation qui ont été mis au point par les chercheurs. Et dans le rapport final, on discute des différents exemples des méthodes et aussi des limitations des différentes approches qui sont utilisations, spécifiquement dans un contexte de transition vers la carboneutralité. Alors, je ne vais pas présenter toutes les méthodes dans le cadre de la présentation aujourd'hui, mais je vais en parler des évaluations de bénéfices de l'utilisation de la biomasse, soit à l'échelle du projet ou à l'échelle régionale. Les différentes méthodes ont été catégorisées dans le rapport en tant que critères et normes de durabilité. Et les méthodes d'évaluation des bénéfices de l'utilisation de la biomasse, alors soit à l'échelle du projet, soit à l'échelle régionale, et les outils d'aide à la décision, alors les outils multicritères, qui sont catégorisés aussi en deux catégories, soit accès sur les ressources ou plus sur l'utilisation finale. Alors, par rapport aux méthodes d'évaluation des bénéfices en termes d'atténuation du changement climatique, si on regarde tout d'abord par rapport à l'échelle d'un projet, pour évaluer les avantages d'un projet sur les émissions de GS, les analyses de cycle de vie sont souvent réalisées pour déterminer ces émissions à tous les stades du cycle de vie d'un bioproduit. Alors, bioproduit, c'est soit biocarburant ou ça peut être des biomatériaux. Par exemple, ici, je montre un exemple ici pour des biomatériaux. Alors, ça peut être soit un matériau, un produit qui est utilisé dans la construction ou ça peut être l'analyse faite au niveau d'un bâtiment entier. Ça dépend de la portée de l'analyse. Et dans les analyses de cycle de vie, le CO2 biogénique peut être soit inclus, soit exclu des évaluations dépendamment de l'objectif de l'analyse et de l'étude qui est faite et la portée de l'analyse. Par rapport au biocarburant, l'intensité carbone qui est calculée est également déterminée par une méthodologie d'analyse de cycle de vie. Alors, l'objectif des valeurs de l'intensité carbone, c'est de quantifier toutes les émissions qui sont au cours du cycle de vie d'un combustible produit. Alors, depuis la production de charges d'alimentation jusqu'à la combustion jusqu'à la combustion. Les valeurs d'intensité carbone sont spécifiques à chaque projet et il y a différents modèles qui sont développés pour pouvoir calculer les intensités carbone, par exemple comme le modèle d'ACV des carburants qui est utilisé au Canada, euh, qui est, qui est du gouvernement du Canada pour déterminer l'intensité carbone des carburants dans le cadre des politiques et les programmes qui sont développés pour la lutte contre le changement climatique. Alors, pour les calculs de l'intensité carbone des biocarburants, le CO2 biogénique émis par la combustion des biocarburants n'est pas pris en compte afin d'être cohérent avec la politique et la méthodologie. Alors, en déterminant l'intensité carbone d'un biocarburant ou
aussi les émissions de cycle de vie d'un biomatériau, on peut estimer les économies relatives de GES qui résulteraient de l'utilisation de ces bioproduits pour remplacer des produits à plus forte intensité carbone. Alors, ici, dans le tableau, je montre des exemples de comment les bénéfices environnementaux sont annoncés pour des projets de bioénergie au Canada. Alors, souvent, c'est soit l'intensité carbone qui est publiée, soit c'est l'estimation des réductions annuelles des émissions de GES selon une certaine quantité de production. Les intensités carbone des projets qui ont été approuvés dans le cadre du règlement sur le combustible propre sont publiés, mais pour les industries qui ont accepté d'être incluses dans la publication. Il y a nombreuses informations qui sont considérées comme confidentielles, qui ne sont pas publiques, ce qui constitue un obstacle en fait pour suivre l'intensité carbone des projets existants et nouveaux au Canada. Alors, l'utilisation des valeurs de l'intensité carbone, ça favorise la production de bioproduits à faible émission de GES d'origine fossile dans la chaîne d'approvisionnement. Alors, mais les valeurs d'intensité carbone actuellement utilisées ont des limites, bien sûr, car, par exemple, pour déterminer les ressources, si les ressources locales sont utilisées de façon efficace et les ressources de biomasse, et si pour prendre en compte les émissions de CO2 biogénique provenant de la combustion. Alors, pour cela, il faudra des informations supplémentaires qui sont nécessaires pour estimer l'impact total sur les émissions du développement de nouveaux projets qui visent à utiliser les ressources de la biomasse. Maintenant, par rapport aux analyses qui sont faites plutôt à l'échelle régionale, la méthode qui est utilisée pour estimer le potentiel ou déterminer le potentiel et l'impact en termes d'atténuation du changement climatique de l'utilisation de la biomasse pour la bioénergie et pour d'autres usages non énergétiques. Les nombreuses études qui ont mené pour le secteur forestier utilisent une approche qui est dite approche systémique. Alors, c'est le Systems Approach en anglais pour quantifier les émissions nettes par rapport à un niveau de référence prospective. Et cela inclut alors les émissions biogéniques. Plus spécifiquement, ça inclut toutes les émissions et les absorptions qui sont dues à trois composantes principales. Alors, c'est dans les écosystèmes forestiers et dans les produits ligneux récoltés, alors tous les produits qui sont envoyés au marché pour substituer d'autres types de produits. Et les émissions déplacées, alors toutes les émissions de GS qu'on évite grâce au remplacement des combustibles par des bioénergies. Alors, avec cette méthodologie-là, c'est possible de l'utiliser et l'appliquer soit pour déterminer le potentiel du secteur d'atténuer pour l'atténuation des changements climatiques, soit au niveau national, soit au niveau provincial ou au niveau local. Dans le rapport, nous avons inclus plusieurs exemples des études qui ont été faites avec cette méthodologie-là. Je dirais que les principaux constats des études qui sont faites à l'échelle régionale, c'est qu'il est possible d'obtenir un impact soit positif, soit négatif, en utilisant les ressources de la biomasse pour différents scénarios de bioénergie et de bioproduits. Et les avantages en matière d'atténuation du changement climatique sont déterminés pour une certaine période. Alors, c'est toujours défini sur quelle période et est-ce que c'est combien le potentiel pour annuel et cumulatif jusqu'à une certaine année. Et l'obtention de cet impact, soit positif, soit négatif, ça dépend de localisation au Canada, même si on utilise les mêmes types de biomasse, alors qu'ils sont considérés comme résidus. Par exemple, ici, je montre un exemple d'une étude dans laquelle ils ont fait l'étude sur les résidus de la récolte forestière. Et finalement, car les résultats dépendent de nombreux facteurs, comme le lieu considéré, le mélange énergétique actuel qui est utilisé, les émissions déplacées et les types de produits de bois qui sont mis sur le marché dans le scénario qui est étudié. Alors, après les recherches qu'on a fait durant ce projet-là et après les discussions qu'on a eues avec différents experts et parties prenantes dans le domaine, euh, constatons qu'il n'existe présentement pas d'outils d'analyse qui offrent une solution systémique qui règle les défis et les opportunités des deux côtés, du côté de l'approvisionnement et du côté de la demande. Nous constatons aussi que les avantages de la biomasse en matière d'adaptation au changement climatique dépendent des décisions qui sont prises à chaque étape de chaîne de gestion de l'écosystème et la récolte de biomasse jusqu'au processus de combustion et à l'élimination des produits aussi qui sont des produits de bois qui sont produits. Alors, troisièmement, une évaluation au niveau du système, ça permet d'envisager d'autres alternatives pour la ressource de la biomasse que le produit proposé et suggérer d'autres solutions pour des revalorisations finales.
Alors, l'adoption d'une telle perspective systémique de la biomasse, ça déplace ce centre d'intérêt de la décarbonation combustible jusqu'à la décarbonation de l'utilisation finale. Alors, pour évaluer un projet qui vise à utiliser les ressources de la biomasse, soit à fin énergétique ou non, dans un contexte de transition vers la carboneutralité, il faut prendre en compte les trois questions principales suivantes. Déjà, quelles sont les autres possibilités d'utilisation des ressources de la biomasse? Quels sont les compromis pour la réalisation du projet? Quelle est la contribution du projet à la décarbonation du secteur de l'utilisation finale? Et comment comparer à d'autres solutions? Et quel est l'impact du projet sur l'atténuation du changement climatique? Alors, pour répondre à ces questions, il est nécessaire de définir des indicateurs qui sont relatifs à l'approvisionnement et à la demande. Et cela pour prendre une décision éclairée sur la meilleure façon d'allouer les ressources en biomasse, différents projets dans l'avenir carboneux. Alors, pour identifier et comparer les alternatives, tout d'abord du côté de l'approvisionnement, pour identifier les alternatives pour l'utilisation de la biomasse, ça peut être des alternatives comme de maintenir le statu quo, alors juste les résidus dans la forêt, ou l'utiliser à d'autres types de projets non énergétiques ou à d'autres types de projets de conversion énergétique. Mais les alternatives, pour les identifier, ça devrait être sélectionné en fonction du contexte local, car finalement, la disponibilité de biomasse et les conditions qui sont nécessaires à développer les projets, donc, ça diffère d'une région à une autre. Et pour le côté de l'utilisation finale, alors de la demande, pour identifier des solutions alternatives pour la décarbonation pour le secteur concerné, il faudra aussi combler le bioproduit, et non seulement sur par rapport au combustible qu'on utilise déjà, mais aussi comparer par rapport aux choix alternatifs qui sont compatibles avec un avenir carboneux. Et après avoir identifié des alternatives, il faudra les comparer sur la base de variétés d'indicateurs, soit environnementaux, économiques et sociaux. Mais par rapport à l'impact sur l'atténuation du changement climatique, comme on voit que l'impact d'un nouveau projet, c'est complexe en raison de la dynamique du carbone biogénique. Alors, la méthodologie utilisée par le chercheur, ça dépend si c'est fait au niveau d'un projet ou au niveau de la région. Alors, l'impact va avoir dans le cadre de l'impact sur aux régions ou au niveau national. Alors, à des fins de comparaison, divers indicateurs peuvent être utilisés pour comparer, identifier des projets qui pourraient potentiellement permettre d'atteindre un meilleur bilan carbone. Alors, par exemple, soit en ayant un rendement de conversion plus élevé, en remplaçant des combustibles fossiles à forte intensité carbone ou en stockant le carbone biogénique pour une plus longue durée. Alors, le concept de l'outil qui a été développé dans le cadre de ce projet, ça intègre les secteurs de la biomasse qui produisent alors du côté de l'approvisionnement ou transforment la matière première alors côté de l'utilisation finale. Alors, cette structure intégrative, l'objectif est de permettre d'identifier de la concurrence potentielle ou les opportunités d'utiliser la biomasse et les produits pour la carbonation et les utilisations finales dans différents secteurs. Plus précisément, le BSB, c'est conçu pour être utilisé pour identifier les utilisations possibles des différentes ressources de la biomasse du côté de l'environnement, d'identifier les solutions alternatives pour les carburations de l'utilisation finale, et puis pouvoir comparer les options alternatives sur la base de différents indicateurs qui sont intégrés ou seront intégrés dans l'outil. Par exemple, ça peut être l'efficacité de la conversion ou l'intense carbone. L'évaluation de l'outil de la décision qu'on appelle Biomass System Predictive a été développée sur la base de la recherche proposée dans le rapport final que j'ai présenté aujourd'hui. L'outil BSB, il est développé pour soutenir les évaluations des utilisations de la biomasse au Canada. Alors, c'est un outil qui est public, accessible au public, peut servir de base commune pour l'évaluation de projets fondés sur des données probantes. Cet outil comprend une vue et une des vues spécifiques par section, alors selon l'approvisionnement, conditions, produits, utilisation et usage finaux. Alors, je vais présenter aussi brièvement la structure de cet outil. Les indicateurs qui sont intégrés dans cet outil-là, il y a plusieurs indicateurs qui ont été sélectionnés pour être intégrés dans la première version de l'outil en fonction de leur pertinence pour évaluer les utilisations de la biomasse dans un contexte de transition et aussi en fonction de la disponibilité des données. Alors, une description détaillée des indicateurs, je ne vais pas la faire présentement, mais elle est disponible dans le rapport final et aussi dans le guide de l'utilisateur qui est disponible sur le site en ligne de l'outil.
Alors, dans le cadre de ce projet, nous avons organisé divers ateliers régionaux et un forum national, alors des tables de discussion avec les parties prenantes et des experts dans le domaine pour discuter de quels éléments devraient être pris en compte euh, quand on évalue des usages de la biomasse. Pour voir tous les éléments qui sont proposés, la synthèse des éléments est publiée dans le rapport de synthèse des ateliers qui est disponible aussi sur le site de l'IET et qui présente les éléments discutés durant les ateliers régionaux. Et pour la première version de l'outil aussi, il y a des indicateurs qui n'ont pas été couverts dans le cadre de ce projet, tels que les indicateurs, par exemple, économiques qui sont liés au coût des ressources, au coût de la production du carburant et qui pourront être intégrés à l'outil dans le cadre de travaux futurs. Alors, ici, je montre la structure de la grille. Je sais que c'est pas très visible les différents nomenclatures, mais pour montrer à quoi ça ressemble la vue en gris qui est dans l'outil en ligne. Alors, la vue en gris, ça consiste à avoir l'approvisionnement, les types de bioproduits qui peuvent être produits selon les technologies existantes et les produits alternatifs non bio et les secteurs des usages finaux. Alors, en regardant avec la vue gris, on peut identifier les différentes conversions potentielles. Alors, la conversion de ressources de la biomasse en bioproduits, mais aussi les différents usages. Alors, les usages de bioproduits dans les secteurs d'usage final. Alors, les technologies de conversion, par exemple, c'est comme la digestion anaérobie, la gazéification, la pyrolyse, qui permettront de convertir les ressources de la biomasse en bioproduits. Et puis, les technologies d'utilisation, ici, la catégorie des technologies d'utilisation, c'est par exemple les chaudières, les moteurs à combustion et les pompes à chaleur, car c'est aussi les alternatives non bio et qu'on a inclus dans la vie grise. Et la liste des technologies de conversion ou d'utilisation, ils sont accessibles à partir de la barre de navigation de cet outil-là. Alors, vous trouverez ça comme c'est indiqué avec la flèche verte sur la diapositive. Dans la vue gris, on voit qu'il y a différentes couleurs, vert, jaune et gris. Et les différentes codes de couleurs, ça indique le niveau de déploiement commercial des technologies qui correspondent à une certaine conversion et une utilisation. Alors, des côtés approvisionnement et côté aussi usage. Alors, la légende est disponible sur la grille en bas et ça montre qu'il y a les trois codes, soit pour les technologies non faisables, alors il n'y a pas une technologie, c'est plutôt pour une conversion qui n'est pas faisable, car il n'y a pas une technologie qui a été trouvée qui peut être utilisée pour transformer cette matière première en ce bioproduit. Et pour les deux autres codes pré-commercial commercial, cela était basé soit par rapport au TRL, alors si le TRL est inférieur à 8, si on l'a mis en jaune, alors pré-commercial, ou si on n'a pas trouvé le TRL, si ça correspond, euh, s'il y a déjà une installation commerciale existe ou non, soit au Canada, soit à l'étranger. Alors, par exemple, ici, je montre un exemple pour le côté des conversions de la vue gris. Pour une conversion donnée, on peut voir que de convertir de l'approvisionnement alors au produit. Ici, c'est un exemple pour les conversions de résidus de scierie jusqu'à gaz naturel renouvelable. Par exemple, pour cette conversion-là, il y a deux types de technologies qui sont possibles, qui sont en cours de développement. Il y a l'hydrogénation pyrocatalytique et la gazéification suivie d'une méthanation catalytique. Alors, disons, si on identifie cette conversion-là, et sur la grille, ouais, ça va apparaître les deux types de technologies. Ici, ça montre aussi un autre exemple qui est pour la conversion des résidus de la scierie en biométhanol. Dans ce cas-là, c'est aussi, ça montre deux types de technologies, mais ici, les deux technologies sont similaires, mais il y a une différence, c'est qu'avec la deuxième, il y a aussi un apport en hydrogène dans le procédé, ce qui fait que ça impacte les efficacités de conversion. Alors, dans les vues gris des deux côtés, soit conversion, soit usage, on peut choisir quel indicateur que nous souhaitons voir sur la vue gris pour pouvoir comparer les conversions qui sont identifiées et les usages qui sont identifiés. Alors ici, je montre où trouver les différents indicateurs pour pouvoir les modifier sur la vue gris. Alors, après avoir sélectionné un certain indicateur, toutes les valeurs qui sont présentées dans la grille afficheront les valeurs correspondantes à l'indicateur qui est choisi.
Alors, par exemple, ici, ça montre un exemple pour l'efficacité de la conversion énergétique. Alors, si on prend la conversion ici, c'est du résidu de scierie au biométhanol, la valeur qui est indiquée, c'est 70. Alors, 70, la valeur qui est indiquée sur la grille, ça correspond à la valeur la plus optimiste qui existe dans la base de données pour cette conversion, parmi toutes les technologies potentielles qui sont incluses. Mais en passant le curseur de la souris sur la cellule de 70, cela ouvre tous les types de technologies possibles et on peut voir la valeur la plus optimiste par technologie. Mais en cliquant sur la technologie qui nous intéresse, après cela, ça ouvre une autre page sur laquelle il y a les données plus détaillées par rapport ça peut inclure les bilans énergétiques détaillés, mais aussi la référence de la valeur qui est incluse. Alors, pour une même option de conversion, on peut avoir différentes valeurs de conversion vu que c'est à partir de différentes références. Pour les différents indicateurs qui sont dans la grille, les définitions, ils sont aussi intégrées. Alors aussi, en passant le curseur de la souris sur le nom de l'indicateur, on peut voir la définition de l'indicateur qui est incluse ici. Alors, pour une certaine conversion, on a différentes options de conversion, mais puis les différentes valeurs de conversion. Et la deuxième partie de la page correspondante aux conversions, on montre aussi des exemples de conversion. Alors, les exemples de conversion, cela consiste dans des exemples d'installations qui sont soit existantes ou annoncées, soit au Canada ou à l'étranger, qui ont utilisé ce type de technologie-là. Et selon la disponibilité de données aussi, ça inclut la capacité de production annuelle annoncée et l'année correspondante. Alors, ici, je montre un autre exemple d'indicateur. Je ne vais pas passer sur tous les indicateurs, mais pour vous montrer comment c'est intégré dans la grille. Pour les conversions aussi, on a les intensités carbone. Par exemple, pour les intensités carbone, si on regarde sur la vue grise, ça va montrer la valeur la plus optimiste. Et quand on clique sur celle-là, ça va ouvrir les différentes valeurs qui sont pour une certaine conversion dans l'outil, alors dans la base de données, et on pourra voir plus avec les notes des informations plus détaillées par rapport à ce qui est inclus. Et l'analyse a été faite avec quelle méthodologie et elle a été faite pour quelle année et pour quelle région. Car pour les intensités carbone, nous avons priorisé de mettre la valeur moyenne, vu que c'est spécifique pour chaque projet. On a ici priorisé de trouver les valeurs plus moyennes au niveau du Canada. Dans le cas où ce n'est pas possible, car ça n'existe pas, on ne l'a pas trouvé. S'il y a comme un projet qui est développé et ce n'est pas encore, il n'y a pas encore plusieurs projets qui sont développés, mais dans ce cas-là, on inclut l'intensité carbone du projet qui est annoncé s'ils ont fait l'analyse par rapport à quelle sera l'intensité carbone. Et sinon, ça peut être aussi au niveau du site à région ou à l'étranger. Alors, tel que j'ai mentionné, il y a différentes sections dans l'outil. Alors, autre que la vue gris, on peut aussi explorer en commençant par une certaine section spécifique. Alors, au lieu de commencer comme approvisionnement, on peut commencer plutôt l'analyse par rapport aux usages finaux ou par rapport aux produits. Alors, si on commence du côté de l'approvisionnement, ici, je montre un exemple de la liste des approvisionnements. Si je clique sur les résidus des opérations forestières, la page qui ouvre pour les types d'approvisionnement, ici les résidus des opérations forestières, cela va montrer, inclure les différents indicateurs, incluant tout d'abord une description de ce que sont les résidus des opérations forestières. Alors, la définition plus détaillée, car parfois les termes de résidus de biomasse sont utilisés un peu de façon interchangeable quand on dit résidus de bois, ça peut inclure différents types de résidus. Et ça inclut aussi la disponibilité. Alors, la disponibilité au Canada pour une certaine année. Pour le moment, on a inclus seulement au niveau du Canada. Et cela présente alors la disponibilité soit en masse ou en volume, mais aussi ou l'équivalent en contenu énergétique, alors avant la conversion. Et pour un certain approvisionnement, alors ici on est encore dans les résidus de récolte forestière, on peut voir les différents types de conversion. Alors les options de conversion, comment on peut utiliser ce type de biomasse-là, c'est quoi les options, alors quels produits peuvent être produits et aussi quelles technologies peuvent être utilisées. Et dans cela, ça permettra aussi de comparer les différents indicateurs selon cette vue-là. Et
un autre indicateur qui est intégré, mais dans lequel nous avons ajouté seulement un exemple pour un seul type de ressource, qui est les résidus d'exploitation forestière, de récolte forestière. Et c'est l'impact potentiel de la récolte sur différentes catégories. Ça peut être, par exemple, ici, nous, dans l'agri, on a intégré un exemple pour la productivité des sols. Euh, la vue gris pourra montrer, en intégrant ces informations-là, quel est l'état de la synthèse par rapport au c'est quoi l'impact, disons si c'est au niveau régional, est-ce que c'est toujours positif, est-ce que c'est négatif ou est-ce que ça dépend du site, est-ce que c'est spécifique au site. Et cela peut inclure une synthèse pour savoir tout de suite c'est quoi l'état actuel des connaissances par rapport à cet impact-là pour cette catégorie. Et puis, on peut inclure une définition, une description, dépendamment des références qui sont incluses dans la base de données, et alors elles devraient être mises à jour. Un autre aussi type d'indicateur qui est intégré dans la vue approvisionnement et qu'on a ajouté un exemple pour deux types de ressources. Ici, je montre pour celui des résidus de récolte forestière. Là, on peut aussi ajouter le temps de parité carbone euh, pour une combinaison, pour un certain approvisionnement, pour une combinaison de type d'usage, de type de produits substitués et de scénarios de référence pour pouvoir les comparer sur une seule vue. Euh, alors, si on va voir plutôt la conversion, disons ici, l'exemple, c'est les résidus des opérations forestières au diesel renouvelable. On peut aussi comparer alors soit les options de conversion ou les valeurs d'intensité carbone. C'est un autre exemple. Je vais passer un peu plus rapidement pour que je puisse laisser un peu de temps pour les questions aussi à la fin de la présentation. Tous ces exemples que je vous montre ici, elles sont incluses dans le guide de l'utilisateur qui est inclus sur le site de l'outil que je vais vous présenter tout de suite. Le guide de l'utilisateur, il y a la page que vous pouvez l'accéder avec la barre de navigation. Et sur cette page-là, c'est possible de télécharger le guide de l'utilisateur qui inclut les différentes étapes pour voir comment pouvoir naviguer à travers les différentes pages, les différentes sections de l'outil qui est disponible. Alors, euh, Cet outil, comme je mentionné, c'est accessible au public et peut servir de base commune pour des évaluations de projets fondées sur des données probantes. Alors, pour accéder à l'outil, c'est à travers ce lien-là, le Biomass Prefax, c'est biomass.ca. Et cela vous donnera accès aussi à l'outil. Alors, finalement, j'aimerais conclure avec les recommandations qui y ont été aussi présentées dans le rapport final de ce projet. Le travail qui a été réalisé pour ce projet-là, ça permet d'identifier différentes lacunes qui constituent comme des barrières pour pouvoir évaluer les usages de la biomasse. Alors, on a présenté des recommandations soit pour améliorer l'intégration des données de qualité pour les évaluations des usages de la biomasse, ou aussi pour des actions qui vont au-delà des analyses de projet et qui sont nécessaires pour garantir que les secteurs d'utilisation de la biomasse au Canada contribuent à la transition vers la carboneutralité. Alors, Tout d'abord, la première recommandation, c'est d'améliorer la disponibilité de données relatives à l'approvisionnement en biomasse. Car on voit que les études qui explorent les solutions de décarbonation ou les voies de transition qui incluent les matières premières de la biomasse comme source d'énergie potentielle pour répondre à la demande future énergétique, différents types de biomasse peuvent être utilisés. Cependant, il y a beaucoup de variabilité et manque de précision parfois dans la terminologie qui est utilisée pour rendre compte de l'approvisionnement de l'utilisation de la biomasse. Par exemple, si on parle des résidus de bois, de quel type de résidus ça inclut? Ça inclut différents types. Le fait de les avoir de façon plus désagrégée, ça aidera aussi à pouvoir suivre et les intégrer. Et un autre exemple, c'est aussi le manque de données sur les matières premières émergentes, car on sait qu'il y a aussi euh, les résidus des scieries sont en majorité déjà utilisés. Il y a différents types de matières premières aussi qui sont considérées quand on parle des ressources de la biomasse pour les usages énergétiques. Par exemple, on parle des résidus liés au feu de forêt, comme salvage wood. Il y a différents types des résidus comme cela ou des types de ressources qui manquent de données car ils ne sont pas reportés déjà de façon commerciale. On peut trouver les estimations dans des études scientifiques.
Alors, il est essentiel pour les analyses qui sont réalisées à l'avenir de procéder à une estimation des quantités disponibles et accessibles pour chaque type de matière première en se basant sur des données récentes. Car cela va permettre d'estimer plus avec précision les potentiels d'utilisation de ces différentes ressources de la biomasse pour réduire aussi les incertitudes concernant le potentiel en matière de décarbonation dans les secteurs d'utilisation finale. La deuxième recommandation, c'est d'imposer la transparence dans les rapports sur l'intensité carbone. Car, comme je mentionnais déjà dans la présentation, l'intensité carbone, c'est l'indicateur qui est principal qui est utilisé pour comparer l'impact des biocarburants existants et émergents sur les émissions de gaz à effet de serre. Mais cette mesure est aussi utilisée dans les programmes gouvernementaux pour fixer les objectifs, suivre la conformité des industries et établir un marché de crédit. Mais présentement, c'est difficile de suivre l'intensité carbone de tous les projets qui sont déployés au Canada à cause de ces informations qui sont confidentielles. Et alors, il est nécessaire d'assurer une plus grande transparence dans les rapports qui sont produits dans le cadre des programmes soit fédéraux ou provinciaux pour pouvoir suivre avec plus de précision l'impact des projets au Canada. Troisièmement, c'est de passer aussi, autre que à avoir l'accès aux données, mais aussi passer à l'action et élaborer des mesures qui peuvent garantir aussi que le secteur de l'affectation de terre, changement d'affectation de terre et foresterie peuvent atteindre des émissions négatives. Alors, tel que je mentionnais dans la présentation, ces secteurs présentement est une source de carbone tout au long de la série chronologique de l'inventaire national, et ça même si on exclut les perturbations naturelles. Alors, dans ce secteur-là, les terres cultivées ont été un puits de carbone net dans toute la série chronologique, mais il y a une grande variabilité aussi qui est due à la sécheresse qui fait que ça peut varier et devenir aussi une source de carbone. Tandis que pour les forêts aménagées, les émissions ont toujours été supérieures aux absorptions, ce qui a fait que les forêts aménagées étaient une source nette de carbone. Euh, les projections, ça montre aussi que les émissions dans ce secteur-là, de l'ATCATF, devraient devenir aussi négatives bientôt, c'est à partir de 2023. Alors, compte tenu de la demande croissante de matières premières issues de la biomasse, c'est important de mettre en place des objectifs qui sont clairs concernant les émissions et aussi identifier les mesures qui pourront permettre d'atteindre pour ce secteur-là d'être en pied net de carbone, alors d'avoir des émissions négatives. Et finalement, la dernière recommandation, c'est d'établir une stratégie en matière d'utilisation de la biomasse qui est compatible avec l'engagement du Canada d'atteindre la carboneutralité. Car présentement, il n'existe pas une stratégie en matière d'utilisation de la biomasse au Canada qui définit une vision qui permet d'atteindre l'objectif de carboneutralité concernant l'utilisation de la biomasse. Alors, le Canada doit se doter d'une stratégie qui est basée sur des scénarios d'utilisation de la biomasse qui sont compatibles avec un avenir carboneutre et les projections de la disponibilité de la biomasse dans un contexte de changement climatique. La stratégie, ça peut réduire les incertitudes concernant la demande future de bioproduits et assurer que les actions soient cohérentes avec les objectifs climatiques du Canada. Alors, comme j'ai mentionné et comme ça montre les recherches, c'est qu'il n'existe pas une solution unique en ce qui concerne l'utilisation de la biomasse. L'impact va être, du point de vue écologique, social ou économique, ça dépend du contexte local. Alors, le Canada a besoin d'une stratégie nationale en matière d'utilisation de la biomasse qui est basée sur des analyses régionales de différents scénarios d'utilisation de la biomasse pour l'ensemble de l'économie. Et ces scénarios doivent être compatibles avec un avenir sans émissions nettes de GS et tenir compte des projections de la disponibilité de la biomasse dans un climat changeant. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, soit par rapport au rapport ou soit par rapport à l'outil, n'hésitez pas à nous écrire et je serai heureuse de répondre aux questions et de connaître aussi tous vos commentaires et suggestions par rapport au travail. Merci. Merci Roberta pour cette présentation très fournie. On a déjà quelques questions. Donc, je vais commencer avec une question qui va être bien utile pour tout le monde, je pense. Est-ce qu'il est prévu de mettre à jour ponctuellement l'outil pour prendre en compte les évolutions technologiques, par exemple l'augmentation du niveau de TRL? Oui. Oui, je pense que plusieurs indicateurs vont changer très régulièrement. Alors,
ça peut être soit par rapport aux différents TRL, alors s'il y a des nouveaux avancements technologiques, mais ça peut être aussi, par exemple, si on met une moyenne annuelle de l'intensité carbone, mais ça va pas être pareil pour chaque année. Alors si on l'a mis pour cette année, ça sera aussi utile de continuer à la mettre à jour par rapport aux années qui suivent. Et aussi, même si on parle de l'impact de la récolte de la biomasse, je pense que c'est important que quand il y a de nouvelles connaissances, de aussi pouvoir les intégrer dans cet outil-là pour que ça reste utile et qu'on puisse l'utiliser pour pouvoir évaluer les projets. Euh, et cela aussi, ça va être important pour la disponibilité des ressources de la biomasse, mais aussi du côté des usages finaux, alors des côtés des secteurs des usages finaux par rapport la demande et les émissions des différents secteurs. Disons, maintenant, on a intégré l'information pour une année donnée. Quand l'information sera disponible pour les années plus récentes, où à chaque fois, on va continuer à les ajouter à l'outil. Alors oui. Ok, merci. Une question un petit peu plus technique. Quelle est la différence entre l'efficacité de conversion et l'efficacité globale? Ouais, dans l'outil, comment on définit les deux différences avec les conversions. L'efficacité de conversion, c'est le rapport entre le contenu énergétique pour les outputs, pour le output principal, le produit principal, sur tous les intrants dans le procédé. Tandis que l'efficacité globale, ça prend en considération tous les outputs et inputs, alors tous les intrants et tous les extrants. La différence, c'est qu'avec l'efficacité de conversion, cela va nous permettre de pouvoir comparer combien on obtient pour le produit d'intérêt. Alors, disons, car avec un certain procédé, on peut avoir différents coproduits. Disons, si on est intéressé par un seul produit, on veut pouvoir le comparer avec différents types de conversion, en ayant aussi l'efficacité de conversion qui montre combien on obtient d'un certain le contenu énergétique, mais pour le produit principal, en excluant les autres coproduits, ça permet d'avoir cette information-là. Mais aussi, il faudra tenir compte du fait qu'il y a des coproduits. Et alors, l'efficacité du procédé, bah, ça inclut aussi combien on obtient des coproduits qui seront aussi envoyés sur le marché et utilisés. Alors, dans ce cas-là, le deuxième indicateur, l'efficacité globale, ça prend en considération tous les intrants et extrants. Alors, tous les inputs et outputs dans le procédé. Ok, c'est bien plus clair. Comment sont répartis les différents produits générés dans le calcul du rendement? Je suis pas certaine d'avoir compris la question. Les produits qui sont Les produits qui sont générés dans le calcul du rendement. Alors, je ne sais le pas rendement dans l'outil. Euh, à quel diapo ça fait référence ou à quelle partie de la présentation ça peut générer référence, cette affaire-là. Bon, peut-être n'hésitez pas à préciser la question. Désolée, je suis pas certaine. Oui, je suis pas Ok, certaine d'avoir compris, car si c'est comme l'efficacité, ouais, je n'ai pas compris exactement la question. Euh, ok. Bah ouais, alors la mais personne si la qui a personne posé qui a cette posé la question, question souhaite la poser directement aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel et je serai heureuse de répondre à la question. ok. Alors je pense que, ouais. Euh, Encore une question un peu plus précise. Donc, selon votre expertise, l'achat d'électricité par Hydro-Québec à la centrale de la Société de cogénération de Saint-Félicien contribue-t-elle à atteindre les objectifs de décarbonation du Québec? C'est une question qui ouvre un petit peu les perspectives ici. Je n'ai pas bien On parle entendu de le nom. la centrale de la Société de cogénération de Saint-Félicien. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez vu passer. Oui, je suis pas au courant exactement de l'impact de cette utilisation-là ou de cette facility comme l'industrie. Alors, je pourrais pas dire spécifiquement quel est l'impact par rapport à cela. Euh, ouais, c'est pas quelque chose que j'ai étudié ou que j'ai analysé dans le cadre de mes travaux pour ce projet-là. Alors, malheureusement, je pourrais pas répondre à cette question-là car je n'ai pas la réponse. Ouais. Oui, bien sûr, c'est pas. Il y a beaucoup de projets, je pense, qui portent sur la biomasse en ce moment, donc c'est Ouais. Ouais. possible de suivre absolument tout. Alors, on est déjà au bout de notre temps, donc on va conclure ici. Merci encore, Roberta, pour cette riche présentation. Merci à toutes les personnes qui ont participé à ce webinaire. La vidéo sera disponible prochainement sur notre site web. On va vous envoyer un petit courriel de suivi à ce sujet.
Ben, s'il y avait des choses qui vous avez manqué, par exemple, qui ont été un peu vite ou que vous souhaitez la partager, n'hésitez pas. Le rapport au complet est déjà accessible présentement sur notre site web aussi, avec tous les autres rapports et les autres produits, toutes les autres publications, pardon, liées à ce projet. Voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous. Au plaisir. Merci, merci à toutes et à tous.